ça? Est-ce que les gens qui sont mis en tête de construire l'autoroute ignoraient qu'il y a déjà un besoin d'indemnisation préalable des populations? C'est ça la question. Vous ne pouvez pas, vous savez pertinemment que l'indemnisation est une condition préalable à la mise en place d'un projet. Vous n'indemnisez pas et le moment venu, vous commencez à dire ça ne marche pas parce qu'on n'a pas indemnisé, parce que les populations s'opposent. Est-ce que vous-même vous ignorez que les populations allaient s'opposer? Donc en réalité c'est des prétextes. Je crois que la politique d'investissement elle-même traîne un certain nombre d'insuffisances, parmi lesquelles ce problème d'impréparation, de mauvaise préparation des projets. C'est-à-dire pressé par le désir impatient de se faire voir, de passer pour de grands gestionnaires, de s'attirer les bonnes grâces de la population. On ne prend pas le temps, n'est-ce pas, de préparer correctement les projets, rechercher des financements adéquats. Ce qui fait donc que très souvent, le Premier ministre, il parle d'indemnisation de la population, mais il y a essentiellement un problème de financement. Indemniser la population, c'est quoi? C'est leur donner l'argent, non? Alors, si on n'arrive pas à leur donner l'argent, ce qui représente d'ailleurs une fraction extrêmement faible du coût d'un projet, indemniser la population, c'est pas grand-chose par rapport au coût d'un projet. Bon, maintenant, si vous n'arrivez pas à les indemniser, ça veut dire que vous n'avez pas d'argent. Dites plutôt que vous avez fait des projets mal configurés, mal structurés du point de vue financier et que vous vous retrouvez aujourd'hui un peu coincé et vous cherchez des prétextes. En d'autres termes, une politique de navigation à vue. On ne sait pas où on va, il n'y a pas de boussole au départ. On se lève un matin, on lance un projet parce qu'on espère y tirer quelques prébendes. On arrive donc à ces situations. Et puis, il faut bien comprendre que... Ce que le Dieudonné Somba dit est un peu à part. Parce que pour maturer un projet, on n'est pas sûr d'abord d'avoir une déclaration d'utilité publique, parce que la déclaration d'utilité publique doit être la conséquence d'un déménagement, d'un déplacement de population. Donc, le projet ne conditionne pas directement le déplacement des populations. Il y a des... de M. Somba, pertinente, tout en prenant beaucoup de distance quant à la démarche du professeur Malassé, parce que c'est une façon de distraire un peu l'opinion. Moi, je relever qu'il est important de faire une pédagogie auprès des populations, n'est-ce pas? Il ne faut pas que la question de l'indemnisation soit un problème qui puisse bloquer l'évolution du chantier. On est tout à fait conscient qu'il faut indemniser, mais la question de l'indemnisation ne doit pas être au cœur des questions d'avancée des projets. Il faut que les populations comprennent que ces projets sont à leur avantage et que toutes ces questions de centralisation vont se résoudre avec la décentralisation, justement. Pour ça, on a l'habitude de demander pourquoi c'est à nous qu'on demande des sacrifices, pourquoi c'est à nous qu'on demande d'être patriotes, pourquoi c'est à nous qu'on demande de serrer la ceinture. Non, on de bâtir et construire un pays. Il s'agit, c'est une question de citoyenneté, c'est une question d'engagement, de patriotisme d'abord. N'est-ce pas? Au-delà du fait que, par exemple, lorsque vous travaillez, vous n'allez pas exiger quand vous payez, par exemple, avant. Vous pouvez d'abord faire le travail et puis c'est un sacrifice. D'abord, il faut noter que lorsque l'État lance un marché public, c'est un contrat qui signe avec une entreprise. Et l'entreprise a un cahier de charges. Il y a les thèmes de référence du marché. Le marché peut être délimité pour 6 mois. Vous pensez sincèrement qu'une entreprise multinationale de travaux publics qui vient construire une autoroute, vous allez lui raconter des histoires sur les problèmes d'indemnisation? Ça veut dire que vos projets n'étaient pas mûrs. Oui, vous savez, nous avons au Cameroun nous avons des établissements publics, cela va de soi, des établissements privés. Et dans le privé, un certain privé, je préfère le dire ainsi, il peut arriver que lors d'une séquence, lors d'une évaluation, qu'une épreuve qu'on a de nos élèves en classe, que cette même épreuve revient à nos examens officiels. C'est pas drôle de coïncidence. C'est une fraude. Ça peut être une coïncidence. Non, c'est une coïncidence, mais elle est drôle. Elle est bizarroïde même à la limite. Parce que je pense que
Et c'est dans un privé, c'est dans un certain... Il y a un processus. On vous demande à vous de proposer des épreuves qui peuvent être retenues. Vous les proposez sans calcul. Si on les retient, ce n'est pas de votre faute. Quand on propose une épreuve, nous, les experts, les inspecteurs nationaux ont obligation de nous proposer ces épreuves au moins pendant 5 ans. Il y a une... Dans le cadre de l'organisation des examens de cette année, je ferai la fondation de ma villa. L'an prochain, je vais élever les murs. C'est de cela qu'il s'agit. Ils prennent l'argent. Mais il faut savoir, mais dans la fraude, il faut bien comprendre. Moi, je me suis souvent posé des questions. Moi, vous avez bien fait d'inviter l'enseignant, au-delà de l'homme politique, que la fraude au Cameroun a été érigée en système de gouvernement. La fraude a été élevée à un niveau où la seule voie de réussite sociale au Cameroun, c'est la fraude. Le conseil municipal fraude pour être élu. Vous êtes conseiller municipal. Le maire vous êtes conseiller municipal. Élu. C'est un mea culpa. Les députés fraudent pour être élus. Figurons-nous que même pour élire le président de la République au Cameroun, on fraude. À partir des moyens de communication, on peut très bien, même si on ne déconcentre pas, à partir de Yaoundé, on conçoit l'épreuve peut-être la veille de l'épreuve qui doit passer sur tout le territoire, mais avec les moyens de communication, il suffit simplement de communiquer le fichier à ceux qui sont à Maroua, c'est-à-dire à 4h du matin le jour de l'épreuve, et on multiplie dans une imprimerie qu'on aurait pu soit de mettre en place. C'est un monde merveilleux. Oui, nous sommes tous, nous sommes passés par les bancs. Je ne vois pas un élève préparant le bac qui tombe sur une épreuve fuitée qui ne s'enregirait pas. Moi-même... C'est l'eau. C'est l'eau. La faute n'est pas chez celui qui reçoit l'épreuve. La faute, c'est celui qui a fait fuiter l'épreuve par sa méchanceté, devrait-on dire, pour le système éducatif camerounais. Pendant qu'on y est, on reprogramme les épreuves. Mais où sont les sanctions? On avoue qu'il y a une faute, pas de la part des élèves, mais de la part des organisateurs. Le ministre en charge des enseignements secondaires nous sort un communiqué. Écoutez, peuple camerounais, il y a eu des fraudes. Elle est toujours en poste. Dis-moi, elle est toujours en poste. Mais les enquêtes sont en train d'être menées. D'office, il est engagé. Vous devez lui produire une carte d'identité scolaire. Vous devez faire ces dossiers. Mais il arrive que dans certains établissements, quand vous n'avez pas 12-13 de moyens, quand vous mettez de côté, vous vous battez, vous vous débrouillez à être candidat libre, etc., etc. Tout simplement parce qu'il faut que nous obtenions des performances honorables. Et pour que la crédibilité de l'institution monte, et pour que la pension soit astronomique, et pour que tous les parents, tous les élèves vivent à court. Je crois que ce n'est pas bon. Il faut donner la chance à tous les élèves, la chance à toute la jeunesse camerounaise. C'est pas dit qu'un certain établissement du privé qui est souvent en tête, on sait qui parle désormais. C'est mauvaise concurrence. Non, mais les faits qu'il évoque ne peuvent pas être questionnés. Concurrence pour laquelle je me désolidarise, parce que on ne peut pas faire ça. Je crois que chaque élève qui n'est pas présenté par son établissement et qui fait l'examen et passe à relever le défi, l'établissement ne lui a pas fait confiance, lui s'est présenté, ses parents l'ont présenté, il a réussi. Mais même s'il ne rentre pas dans le classement, l'essentiel c'est d'avoir son diplôme. Et je pense que ces aspects qu'on évoque sont des aspects de nature à améliorer la compétitivité et la crédibilité de notre système éducatif. Pour prendre le dernier cas, vous dites qu'il y a des candidats dont l'établissement ne fait pas confiance. Vous vous débrouillez, si vous réussissez, tant mieux. Mais vous avez payé les mêmes pensions et l'établissement est censé relever votre niveau. Si vous n'aviez pas 10 hier, l'établissement scolaire est quand même censé vous donner un niveau compétitif. Pourquoi est-ce qu'on vous abandonnerait parce que vous avez eu 10? Est-ce qu'ils ont porté plainte? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'ils ont porté plainte? Il doit porter plainte, puisque si vous estimez que c'est un droit, alors le seul recours, c'est la justice. Pourquoi est-ce que vous reconnaissez que dans le schéma, dans ce schéma-là, c'est une injustice?
d'être élève régulier dans un établissement et le jour de l'examen, on estime que vous n'avez pas la moyenne pour que l'établissement qui cherche les honneurs ne vous présente pas, vous ne méritez pas. C'est une attitude irrégulière. Très bien. C'est une attitude irrégulière. C'est cela que le docteur on va parler tout à l'heure. Hein. Ben oui, mais justement, moi je peux dire ça, mais lui, il est promoteur d'un établissement, il ne doit pas dire ça. Parce que c'est une. Ce n'est pas une mauvaise solidarité aussi. Ce n'est pas une mauvaise solidarité. On parle de la faute. Je pense que les parents dont les enfants n'ont pas été présentés par l'établissement doivent créer un collectif et ils attaquent l'établissement. Ça va, l'établissement d'enseignement. Quel est le rôle d'un formateur? C'est de prendre une personne, un individu, à un point zéro au besoin. Absolument. Et l'amener au sommet. Absolument. Quel est cet établissement qui ne s'occupe que... Qui ne sélectionne que les meilleurs. Qui ne présente que les meilleurs. Quel est cet hôpital qui ne s'occupe que de ceux qui sont en bonne santé? Non. L'éducateur doit aller plutôt vers ceux qui sont handicapés sur le plan intellectuel et que sais-je encore. L'établissement doit tendre la main à ceux qui n'ont pas de compétences pour faire d'eux des personnes compétentes. Mais je dis, c'est très grave. C'est même pire que de la fraude que nous dénonçons aujourd'hui en termes de files d'examen. Ces établissements-là devraient être écartés du système de formation au Cameroun. Parce que c'est la fraude. Mais c'est les meilleurs chaque année au classement. Oui, mais c'est des fraudeurs. Oui, mais c'est des fraudeurs. Si les choses sont telles qu'elles sont décrites. Vous ne nous dites pas quel est l'établissement là, moi je n'en sais pas. On se comprend. Moi, mais je dis que si cette pratique existe, il faut falloir sévir et écarter ce type d'établissement de nos systèmes de formation, parce que lorsque la fraude commence par le formateur, c'est que tout est perdu. Les étudiants qu'on nous envoie du secondaire, parfois je me pose des questions. Je peux vous dire aujourd'hui que un Camerounais ayant un diplôme de baccalauréat camerounais, j'ai du mal à lui coller pour la plus grande majorité le niveau du cours moyen 2. Mais n'exagérez pas le cours moyen 2. Mais à qui vous parlez? Vous parlez à un enseignant oui, qui corrige les copies tous les jours. Vous lisez la copie d'un étudiant de première année, vous demandez mais d'où sort-il celui-là? Mais je vous dis, c'est scandaleux. Il faut donc poser les vraies questions.